Et nous enchaînons à présent avec Enjeu Patrimoine, un enjeu patrimoine consacré au rendement des fonds en euros pour l'année 2022, des rendements plus élevés que les années précédentes. Nous allons tenter de comprendre ensemble d'où vient la hausse des fonds en euros avec Vincent Danis, président de Savignane. Bonjour Vincent Danis. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Alors c'est vrai qu'on a pu assister l'année dernière à un certain nombre de décisions de banques centrales, notamment de hausse de taux, qui ont un impact sur, notamment effectivement sur l'OAT à 10 ans en France ou sur d'autres effectivement indicateurs monétaires ou obligataires. Mais là, si on se concentre plus précisément sur les fonds en euros qui sont eux-mêmes investis dans des obligations d'État, on constate en 2022, des hausses de rendement plus ou moins précieuses, si on peut le dire ainsi. Si on regarde un petit peu sur les années précédentes, de 2015 à 2021, alors c'est des moyennes que j'ai sous les yeux, puisqu'effectivement il y a plein de rendements différents et de fonds en euros différents, mais on constate qu'en 2015, on était aux alentours de 2,30% de rendement en moyenne. En 2021, on était aux alentours de 1,28% et il semble qu'il s'opère un rebond sur 2022. J'évoquais les hausses de taux de banque centrale puisqu'effectivement les fonds en euros sont investis sur des obligations d'État. Pour autant, est-ce que c'est ces hausses de taux en 2022 qui expliquent la hausse des rendements en 2022, Vincent Danis? Alors c'est d'autant plus remarquable que 2022 a été une mauvaise année pour les marchés financiers. Pour faire simple, marché actions comme marché obligataire ont perdu à peu près 15% cette année. Donc avoir une hausse sensible, plus 0,5, plus 1% selon les fonds, alors qu'on était habitué à un moins 0,2, moins 0,3 par an depuis, comme vous l'avez rappelé, 6-7 ans, effectivement, ça tient presque du miracle. Alors en fait, il y a deux explications possibles. Oui. J'imagine pas celle que je viens de donner, du coup, qui serait potentiellement en lien avec la hausse des taux de la BCE. Non, c'est trop rapide, ça peut pas avoir un effet aussi immédiat. Alors ça, on peut l'expliquer si on accepte de faire un petit exercice de thermodynamique. D'accord. Autrefois, à l'école primaire, on expliquait les mathématiques avec des exemples concrets, des trains, des robinets, des baignoires. Là, on va prendre une baignoire. D'accord. Donc, imaginez que le fonds en euros d'un assureur, ce soit comme une gigantesque baignoire remplie d'eau froide. L'eau froide étant tous ces taux obligataires accumulés au fil des ans. Taux zéro ou quasiment zéro. Et puis fin 2022, on vient commencer à rajouter un petit peu d'eau chaude dans la baignoire. La question de l'exercice, c'est combien de temps faut-il pour que l'eau du bain augmente à une température moyenne acceptable. L'eau chaude étant ces nouveaux achats à des taux plus élevés. Des taux de 2,5-3% qu'on n'avait pas connus depuis des années. En fait, la réponse va dépendre de la taille de la baignoire, va dépendre des assureurs. Mais dans tous les cas de figure, la réponse, c'est un certain temps. D'accord. C'est pas le fait d'avoir ajouté un petit peu d'eau chaude qui va faire que immédiatement vous allez vous retrouver dans une température agréable. Donc l'explication est autre. Donc c'est pas de ce côté-là qu'il faut chercher l'explication. Mais alors, où est l'explication? Donc deux explications possibles. La première, c'est de penser que les acteurs des compagnies d'assurance sont passés par l'école des sorciers à Poudlard, qu'ils y ont appris des tours magiques, qu'ils ont appris un tour nouveau où il suffit avec une baguette de prononcer ce mot « augmentato » et le taux augmente. D'accord. On va éliminer cette possibilité. Oui, c'est ça, on pourrait. Et la deuxième possibilité, elle est beaucoup plus rationnelle, c'est de regarder ce que les assureurs avaient intérêt à faire pour eux-mêmes comme pour les assurés. D'accord. Et là, on va être beaucoup plus factuel, beaucoup plus rationnel. Quand on regarde ce qui s'est passé en 2022, on constate des chiffres assez perturbants sur les marchés. On constate quoi? C'est qu'on constate globalement que depuis l'Ukraine, les gens étaient prudents. Être prudent, ça veut dire on va aller vers de l'épargne non risquée. D'accord. Ou moins risquée. Donc garantie en capital, par exemple. Si possible. Ouais. Et néanmoins, quand on regarde ce qui s'est passé en 2022, on voit que sur une collecte satisfaisante en assurance vie de 14 milliards d'euros, globalement, ces 14 milliards d'euros se retrouvent pour une part avec 34 milliards d'euros de plus de collecte nette, c'est-à-dire entrée moins sortie positive sur les unités de compte. D'accord. Mais 20 milliards d'euros en moins sur les fonds en euros. D'accord. Ouais. Et là, ça peut être un problème pour les assureurs. Alors même qu'on cherche du moins risqué. Absolument. Pourquoi? Parce que dès le mois d'août, on a eu une hausse du livret A à 2%, que comparé à un fonds euro qui était à 1,10, 1,20 fin 2021, avec un 2% sans frais ni fiscalité, ça a pu commencer à déplacer de l'épargne. D'accord. Et là, ça peut occasionner des transferts de flux. Alors, je reviens un instant à ma baignoire, parce qu'en fait, c'est un peu différent pour les assureurs. Les assureurs, ils vont avoir un truc dans la baignoire qui n'est pas le même, c'est qu'ils vont avoir des facultés pour pouvoir gérer différemment les obligations par rapport, par exemple, à un fonds obligataire. Un assureur a la faculté sur une obligation d'État
de le mettre dans une ou deux catégories. La première catégorie, c'est de dire je vais fonctionner comme un fonds obligataire, je valorise en valeur de marché. D'accord. Donc si je constate que j'ai moins 15 cette année, eh bien, ou que j'ai une moins-value latente forte sur mes obligations, je l'approvisionne et j'occasionne une perte, une diminution plus rapide de la performance. D'accord. Ouais. Deuxième possibilité, qui n'est pas ouverte aux gérants obligataires, c'est de dire cette obligation d'État que j'ai prise pour 10 ans, dans les faits, je la répute porter jusqu'à son terme et j'ai souscrit 0,20 pendant 10 ans et j'accepte de percevoir 0,20 pendant 10 ans. De ce fait, je ne suis plus obligé de la valoriser en valeur de marché. Simplement, je me satisfais, je me contente du 0,20 que je vais avoir année après année. D'accord, je comprends. Dans ces cas-là, je ne constate pas la moins-value qui est apparente en 2022, mais simplement, j'ai reporté sur les années futures le fait d'avoir moins de performance pour un risque équivalent. D'accord, je comprends. Ouais. Donc ça, c'est le vrai risque pour les assureurs. Mais ça ne permet pas de sortir plus de cash pour payer les rendements affichés sur les fonds. Et là, c'est l'autre bénéfice d'un assureur, c'est que l'assureur gère sur du long terme, et parce qu'il gère sur du long terme, il a le droit d'avoir d'autres règles, comme celle d'avoir pu constituer des réserves par le passé. D'accord. Les réserves sont importantes, c'est la provision pour excédent, la provision pour participation aux bénéfices, mais globalement, la plupart des assureurs ont les moyens d'aller soutenir de 0,5 à 1% pendant plusieurs années le rendement de leurs fonds en euros. Ils ont la faculté de le faire et en plus ils doivent le faire d'une certaine manière puisque les produits financiers qu'ils ont réalisés les années précédentes, ils ont jusqu'à 8 ans pour les redistribuer. D'accord, je comprends. C'est aussi naturel qu'ils aillent les redistribuer. Donc de fait, double enjeu 2022, une année dans laquelle globalement les performances sont mauvaises, mais dans lesquels il y a un risque d'hémorragie, de fuite des capitaux vers d'autres types de produits d'épargne. Et donc, de fait, l'impérieuse nécessité d'aller soutenir la performance des fonds en euros en allant puiser dans ces réserves. Vous connaissez mon goût pour les SCPI. Bien sûr. Un des trucs qu'on regarde en SCPI, c'est est-ce que la rentabilité qui est servie est en phase avec les revenus locatifs qui ont été perçus, ou est-ce qu'on est allé chercher sur les réserves antérieures. Là, clairement, sur les fonds en euros et sur cette hausse des performances 2022, l'explication, elle est dans la mobilisation des réserves qui avaient pu être constituées avant. Et fort heureusement d'ailleurs. Ça veut dire que face à la concurrence d'un livret réglementé à 3% dont on peut faire des virements à l'entrée ou à la sortie régulièrement, il n'y avait pas d'autre choix finalement que d'augmenter le taux d'un fonds en euros pour rester compétitif. C'était un choix naturel. Un choix souhaitable, parce qu'également avec le retour de l'inflation, c'est aussi un moyen d'accompagner et de protéger l'épargne. Côté épargnant, c'est sûr qu'effectivement, ça permet de limiter l'érosion face à l'inflation. Mais par exemple, ce qu'on peut observer, c'est que les banques assureurs, pour lesquelles la tentation est encore plus facile d'aller faire des transferts de l'assurance vie vers les livrets A ou livrets développement durable, ont été encore un petit peu plus généreux que les autres dans ce souhait d'aller protéger les encours en assurance vie. Et ils ont bien fait. L'assurance vie reste globalement un investissement, un placement sur le long terme, par exemple pour un complément de retraite. Mais dans tous les cas de figure, il faut garder une partie prudente. D'accord. Ouais. Cette partie prudente, elle ne doit pas durablement être inférieure à la rémunération de l'inflation non plus. Bon, c'est très intéressant effectivement de comprendre un petit peu les mécanismes derrière. Et puis finalement, pour l'épargnant, ça ne change pas grand-chose. Même s'il connaît le mécanisme, il a son... Non, ça change un petit peu. Il nous reste quelques secondes, oui. Pour moi, pour l'épargnant, il y a énormément de choses qui changent. D'abord, on a retrouvé des actifs sans risque qui rapportent quelque chose. D'accord, oui. Globalement, ça concerne tous les ménages. Quand vous voyez qu'en janvier 2023, il y a autant de collectes sur les livrets A qu'il n'y a eu en collecte nette sur l'ensemble de l'assurance vie en 2022, c'est bien que même en étant plafonné, ça concerne effectivement tout le monde. Une famille avec 2 parents, 2 enfants peut investir plus de 100 000 € en épargne court terme. Mais par contre, attention, moi, sur quoi j'alerte, c'est que ça doit rester une épargne court terme. Et sur une épargne moyen ou long terme, il est nécessaire de faire un placement qui rapportera plus que l'inflation, sinon autant dépenser tout de suite. Merci beaucoup Vincent Danis, je rappelle que vous êtes le président de Savignan, merci d'être venu sur le plateau de Smart Patrimoine. Et quant à vous, merci de nous avoir suivis et on se retrouve très vite sur Bismart.